Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur les erreurs fréquentes des jeunes psychologues, notamment les psychothérapeutes qui exercent en libéral. Ce sont des erreurs que j'ai pu observer chez d'autres personnes, que j'ai pu observer aussi chez moi-même. Donc c'est pour ça cette vidéo n'a surtout pas pour but de donner des leçons, mais plutôt de donner des repères sur comment les choses peuvent être envisagées différemment lorsque tu te lances en tant que jeune psychologue, notamment lorsque tu es en libéral. Petit disclaimer aussi, ce qui va suivre n'est pas une vérité universelle immuable. Donc si tu as quelque chose à redire par rapport à ce que je te propose ici, je vais t'inviter à simplement me le dire en commentaire. Ça me fera un retour qui sera très intéressant pour moi. Alors la première erreur, je ne sais même pas si on peut l'appeler une erreur, tellement elle est triviale, ça va être de se dire que le diplôme suffit et qu'il n'y a plus besoin de se former. Alors si, comme moi, tu es passionné par la psychologie et la psychothérapie, tu vas exercer un métier en fait où tu vas avoir besoin de t'améliorer en permanence, découvrir des nouvelles théories, des nouvelles perspectives, des nouvelles façons d'accompagner certaines problématiques ou certains types de passions. Donc ça va être quelque chose qui va te plonger dans un renouvellement continu des informations qui sont à ta disposition et de ta façon de travailler. Il va donc falloir prévoir dans ton emploi du temps des moments de formation, de lecture d'articles, de livres, d'intervision ou peut-être même de supervision, de façon à pouvoir te perfectionner et continuer à avancer dans ton expertise. La deuxième erreur fréquente chez les jeunes thérapeutes, ça va être le syndrome du sauveur ou schéma d'abnégation d'après la théorie des schémas selon Jeffrey Young. Alors, c'est une erreur qui est fréquente chez les jeunes thérapeutes, c'est de vouloir se dévouer corps et âme pour aider la personne qu'on a en face à avancer. Il se trouve que ce qui peut paraître louable peut parfois devenir une difficulté dans la thérapie, puisqu'en faisant cela, tu réduis l'autonomie de ton patient, de ton client, et ça va poser problème par la suite, puisque le but, évidemment, est de pouvoir rendre la personne autonome. Donc l'idée, ça va être de pouvoir bien connaître les limites de ce que tu peux apporter à quelqu'un, versus ce qu'il ne peut s'apporter que par lui-même. Et là, on revient à un principe qui est issu du stoïcisme et qui est très important. Il faut bien connaître la différence entre ce qui est en notre contrôle en tant que thérapeute et ce qui n'est pas en notre contrôle. Il est possible qu'on puisse agir au hasard, selon comment on voit les choses, sur peut-être 5 à 20 ou 30% des facteurs qui vont jouer sur le bien-être de la personne qu'on accompagne. Mais il faut bien se rappeler que si on voit une personne en thérapie toutes les semaines, il va y avoir 167 heures où cette personne-là ne sera pas en thérapie, même si on lui donne des exercices ou des choses à effectuer, il va y avoir un lourd impact de son environnement sur ce qui peut se passer pour cette personne. Donc c'est aussi de se rappeler que on n'est pas surpuissant et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, qu'il va bien falloir accepter. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir travailler aussi avec le modèle thérapie d'acceptation et d'engagement et de se l'appliquer à soi-même en tant que thérapeute. Ce syndrome du sauveur, on pourrait le repérer de différentes façons. Une des façons de le faire, c'est via l'analyse transactionnelle, utiliser le triangle de Karpman qui va nous permettre de repérer un petit peu quand est-ce qu'on sort dans une relation d'adulte à adulte et qu'on se retrouve dans une relation sauveur-victime, où on va proposer des solutions qui vont être toutes réfutées une à une. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver parfois en psychothérapie, que Eric Berne appelle un jeu psychologique, qu'il appelle le oui mais, plus précisément. Le oui mais, c'est un jeu psychologique qu'on va retrouver dans les échanges en psychothérapie et qui correspond à cette posture que va avoir le patient lorsqu'on lui propose une solution qui n'est pas écologique pour lui et qu'il va la réfuter. Et ensuite, on va proposer une autre solution qui va aussi être réfutée. Donc évidemment, comme on l'a dit, si elle la réfute, si il ou elle réfute cette solution, c'est parce que son autonomie est mise en défaut. Et c'est en général la raison principale qui fait que cette solution va être rejetée. Une autre façon de le faire, c'est en prenant conscience de ces schémas. Donc dans ce cas-là, on va utiliser plutôt
le modèle de la thérapie des schémas de Jeffrey Young, qui va nous permettre d'évaluer nos schémas, c'est-à-dire nos programmes mentaux qui vont régir nos pensées, nos émotions, nos comportements dans les échanges avec nos patients. Et on va s'intéresser principalement au schéma de centration sur autrui et surtout le fameux schéma d'abnégation, qui est un des schémas qui est les plus actifs chez les personnes qui décident d'entreprendre des études de psychologie et de faire ce métier de psychologue ou de psychothérapeute. Donc ça va être particulièrement important de bien connaître ces schémas pour pouvoir reconnaître qu'est-ce qui va s'activer dans la relation thérapeutique. Une troisième erreur fréquente, ça va être de sortir de la fac formé à une approche en psychothérapie, que ce soit les thérapies cognitives et comportementales, ou les approches analytiques, ou l'approche systémique, ou quoi que ce soit d'autre, et en fait de rester bloqué sur cette compréhension des choses, basée sur un référentiel théorique unique, comme si c'était le meilleur ou la vérité. On sort souvent de la fac avec cette dichotomie, cette guéguerre qui peut exister entre les TCC et la psychanalyse, et même s'il y a d'autres référentiels théoriques possibles, c'est vrai qu'on a tendance à construire notre identité en tant que jeune thérapeute sur la base du modèle qu'on utilise. Et ça va être important de pouvoir parfois s'en détacher pour pouvoir aller chercher des outils qui sont utiles dans d'autres approches et qui vont pouvoir nous aider à accompagner un patient qui peut-être a des problématiques différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude. En fait, aucun modèle n'est la vérité. Les modèles, ils cherchent à reproduire, plutôt à représenter une partie du réel, du monde tel qu'on le conçoit, mais aucun modèle n'est la réalité. Donc c'est important de pouvoir prendre ce recul-là pour pouvoir accompagner du mieux nos patients. Il y a des situations où nos outils de base ne suffiront pas, ne seront pas adaptés. Donc il est essentiel de pouvoir continuer à se former, comme je l'ai dit dans le premier point, pour pouvoir ajouter à notre pratique habituelle d'autres outils qui vont être plus pertinents pour accompagner nos patients. La quatrième erreur, ça va être un petit peu l'extrême inverse de la troisième, ça va être de n'avoir aucun référentiel théorique sur lequel s'appuyer. Ça peut être notamment le cas des personnes qui sortent de master avec un bagage dit intégratif, où en fait il n'y a pas une théorie qui permet de regrouper le tout et de comprendre concrètement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc de ce que j'observe autour de moi et de ce que j'ai aussi observé chez moi, il est important d'avoir un référentiel théorique qui nous permet d'avoir une vision solide de qu'est-ce que c'est que l'être humain et son fonctionnement pour pouvoir accompagner les personnes que l'on accompagne vers un mieux-être. Par exemple, moi j'utilise la thérapie ACT et notamment sa base théorique qui est la théorie des cadres relationnels de façon à bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire et comment la personne peut être en difficulté et comment elle pourrait avancer. Et une fois que j'ai fait ça, je peux intégrer plein d'autres outils en restant dans une logique théorie des cadres relationnels qui va me permettre d'entrer ces outils-là et de rester cohérent avec ma pratique. Si on n'a pas ça, le risque, c'est de se dire « Tiens, tel patient a tel problème, je vais utiliser tel outil » et au moment où ça ne fonctionne pas, on va avoir des difficultés à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. On va pouvoir passer sur un autre outil en essayant un petit peu par essai-erreur de voir ce qui peut débloquer. Mais dans l'ensemble, ça peut nous mettre en difficulté nous-mêmes pour nous recadrer en fonction de ce qui n'a pas pu fonctionner. Et donc, pour éviter ce syndrome de la boîte à outils, l'idée, ce sera surtout pas de dire « je vais faire une seule approche et je vais m'arrêter là ». On a vu que ça pouvait être un problème dans le point précédent. En revanche, ce que tu peux faire, c'est d'intégrer tous les outils dont tu as besoin dans un référentiel théorique qui est le tien dans le sens où c'est celui qui te parle le plus, pas dans le sens où tu l'as inventé. En général, on va s'inspirer de ce qui existe déjà. Et tu vas pouvoir prendre tous ces outils et les intégrer dans ta pratique en repérant bien en quoi ils sont cohérents avec ton référentiel de base. Ça va te permettre de conserver ce sentiment de cohérence qui est nécessaire pour toi, pour être bien assis ou assise dans ta pratique, et qui va être utile aussi pour les personnes que tu accompagnes, puisqu'ils vont bien repérer que tu vois où tu vas, et tout ça a une cohérence.
On n'est pas en train d'essayer de l'hypnose, et comme l'hypnose ça marche pas, on va faire de la méditation, et comme la méditation ça aide pas le patient, on va passer à de la TCC, et ensuite ça marche pas, et on essaye autre chose. On évite de faire ça. Le 5e point, ça va être de ne surtout pas oublier que là, tout ce qu'on vient de dire sur les points numéros 3 et 4, tout ce qui a trait en fait au référentiel théorique, ce n'est qu'un plus par rapport à ce qu'il y a de plus important dans une psychothérapie, qui est les facteurs non spécifiques de la psychothérapie. Ça, c'est Carl Rogers qui a mis ça en évidence. Il a bien démontré que ce qui comptait le plus pour aider une personne à avancer dans le cadre d'un accompagnement psychologique, ça va être tout ce qui est non-jugement, écoute active, bienveillance et congruence du thérapeute. Et là, je suis en train de te les lister comme ça, comme s'il y en avait 4. Je suis pas sûr en fait qu'il y en ait 4. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas la liste exacte, mais en tout cas, c'est ces facteurs-là qui rentrent en compte et que Carl Rogers a cité, peut-être parmi d'autres. Et ces facteurs-là, ensuite, on a eu la confirmation qu'ils étaient particulièrement importants, notamment via les recherches sur l'entretien motivationnel et puis aussi via les recherches sur l'alliance thérapeutique en thérapie cognitive et comportementale. C'est un facteur sur lequel il y a pas mal de recherches aussi pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, à ce niveau-là, on peut s'intéresser à l'entretien motivationnel. Je crois qu'il y a aussi un ouvrage de Charlie Kunji sur l'alliance thérapeutique, il me semble. Et ça, c'est des facteurs primordiaux, plus importants même que le référentiel théorique du thérapeute. Ça veut dire que je peux utiliser les TCC ou l'approche systémique ou la psychanalyse ou ce que je veux. Ce qui va compter avant tout, c'est le facteur de confiance, de congruence, de bienveillance qu'il peut y avoir entre un thérapeute et son patient. C'est pourquoi, si tu es un jeune thérapeute, je vais t'inviter à passer des mois, voire au moins la première année, à t'axer uniquement sur les facteurs d'alliance thérapeutique. Pourquoi pas en t'entraînant à l'entretien motivationnel. C'est vraiment une des meilleures méthodes que je connais pour apprendre à créer ce lien de confiance et à aider la personne à trouver elle-même les ressources pour continuer à avancer. Et l'entretien motivationnel, l'avantage, c'est que c'est transthéorique, c'est-à-dire que tu peux utiliser l'entretien motivationnel, que tu sois psychanalyste ou que tu sois cognitiviste ou behavioriste ou ce que tu veux, tu vas pouvoir utiliser l'entretien motivationnel dans tes entretiens. Il ne faut pas oublier que la psychologie est une science, mais que la pratique de la psychothérapie, elle, est un art. Un art dans lequel on va se baser sur l'état de la science, l'état de la recherche en psychologie, mais à aucun moment, ce qu'on va appliquer en psychothérapie va être strictement ce qui est donné dans les études cliniques ou dans les protocoles si on fait de la TCC ou de l'EMDR. En fait, on va s'appliquer à s'adapter en permanence à la situation, à ce qui se passe dans la vie de la personne à ce moment-là. C'est beaucoup d'adaptation. Donc ça veut dire que les protocoles de TCC en 8 séances, où il y a les étapes, où tout est bien stratifié comme ça, bah, ok, ça va être rassurant notamment pour les jeunes psychologues, mais dans le réel, souvent c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, il va falloir s'adapter beaucoup plus. Et allez, une petite 6e erreur qui va s'appliquer uniquement aux psychologues et psychothérapeutes qui exercent en libéral, ça va être d'oublier que psychologue ou psychothérapeute en libéral, c'est d'abord être psychologue ou psychothérapeute, mais c'est aussi être entrepreneur. Et si tu oublies ça, le risque, c'est que tu ne vas pas avoir de patients et que tu ne vas pas pouvoir appliquer tous les principes précédemment cités. Donc il va falloir travailler ta communication, ta visibilité, trouver ce qui te distingue des autres psychologues, parce que oui, il y a une forme de concurrence quand on est en libéral. C'est un petit peu tabou, mais c'est comme ça. Il va falloir aussi gérer la gestion de l'entreprise, la comptabilité, il va falloir gérer l'URSSAF, il va falloir gérer les papiers, il va falloir gérer plein d'autres choses. Là, il n'y a pas tout qui me vient en tête, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Et ça prend du temps. Et il va falloir aussi trouver un temps pour ça dans ta semaine. Donc on va éviter de vouloir faire des entretiens 5 jours par semaine. En général, si on fait ça, on se retrouve en burn-out parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer
ailleurs. On avait dit qu'il y avait la formation, bah, il y a aussi l'administratif. Et tout ça, on n'est pas formé pour ça à la fac. Donc si tu viens de finir tes études et que tu te dis « chouette, je vais pouvoir me lancer en libéral, c'est parti, ça va super bien se passer, je vais enfin pouvoir exercer à ma façon », oui, c'est vrai, mais il va peut-être falloir quand même se former à tout ce qui est administratif, gestion, etc. Et ça peut prendre aussi un petit peu de temps et d'énergie, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment salutaire puisque c'est ça qui nous permet de faire fonctionner notre cabinet et de se sentir vraiment à l'aise. Alors, rien de bien compliqué non plus, hein. On peut très bien se former sur le tas, mais il faut savoir que ça va demander un effort et du temps. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs des jeunes psychologues en libéral. Moi, je sais que je suis passé par certaines de ces erreurs-là et que c'est utile de pouvoir bien les identifier dès le départ pour pouvoir construire quelque chose qui va être épanouissant déjà pour le psychologue et puis forcément qui va être utile aussi pour les patients qui l'accompagnent. Donc ce ne sont que quelques idées, j'en ai sûrement oublié plusieurs et si c'est le cas, je vais vous inviter simplement à les ajouter en commentaire. C'est une première vidéo pour moi sur ce format-là, donc si vous avez aussi des retours, je vais vous inviter à les poser en commentaire. Ça me permettra, je l'espère, de m'améliorer et de proposer un contenu qui sera le plus utile à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.